Dans le fond, moi, j'aimerais analyser avec vous Jacques le Fataliste et son maître de Diderot, paru entre 1778 et 1780, et Vers le fort de Virginia Woolf, paru en 1927. Donc, de prime abord, ces œuvres ont peu de choses en commun, mais quand on y regarde de plus près, on remarque quelques ressemblances. Dans les deux cas, il y a deux voyages plus ou moins consistants. Un voyage pour les affaires du maître et l'autre pour réaliser un rêve d'enfant, d'aller en expédition au phare. Ensuite, dans Jacques le Fataliste, on a un bavardage assez étourdissant. Le roman est construit par digression avec des récits emboîtés, dont celui des amours de Jacques. Tandis que dans Vers le phare, ce sont les pensées des personnages qui s'empilent. Dans un cas comme dans l'autre, on a donc affaire à une temporalité presque sans queue ni tête, une temporalité distordue, qui semble vouloir arrêter le temps et qui, en voulant l'arrêter, le gonfle. Si donc les personnages de Diderot et de Woolf n'ont rien de semblable, leurs auteurs partagent, il me semble, un penchant pour un temps romanesque original, dont la linéarité est mise à l'épreuve. Partant donc du constat d'une dilatation du temps dans Jacques le Fataliste et dans Vers le phare, on remarque une temporalité qui s'oriente selon une même logique du discours, cherchant à rendre compte de la simultanéité des événements et des sensations. Donc le premier, c'est par le bavardage et le deuxième, par les pensées des personnages. Cependant, je crois qu'il faut souligner que les préoccupations philosophiques qui se rattachent à ce traitement particulier de la temporalité divergent. Chez Diderot, le problème de la linéarité du temps, il est intimement lié à celui du déterminisme et ça va de pair avec une surprésence de l'auteur. Tandis que chez Woolf, c'est le temps objectif qui est mis en question par l'expérience subjective et c'est corollaire d'une dissolution de l'instance narrative qui confie son autorité aux consciences des personnages. Ces considérations sur le temps vont donc m'emmener à examiner l'importance de la présence ou à l'inverse de l'absence d'un espace-temps spécifiquement octorial. Donc, le célèbre incipit de Jacques le Fataliste, au lieu d'orienter le lecteur dans un espace-temps bien défini, il nous plonge dans un monde de fiction dont les contours ne sont pas bornés. Le roman commence ainsi. Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disait-il? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal était ici-bas était écrit là-haut. Ce refus donc d'établir un cadre narratif avec les embrayages spatio-temporels qui permettent habituellement de poser les fondements de l'intrigue, ça nous donne d'abord une impression d'atemporalité, parce que le début du roman ne coïncide pas avec le début de l'histoire des personnages. Ces derniers nous semblent être dans le livre de tout temps. Le point de vue octorial refuse aussi d'attribuer un passé à ces êtres de fiction et souvent il avoue sa réticence à leur construire un avenir. On peut donc déjà en déduire que la logique du récit, ce ne sera pas celle d'une intrigue linéaire et que dans ce roman, le hasard sera le bienvenu. Et on peut se demander selon quelle autre logique va se déployer le roman, de quoi répondront les actions des personnages si ce n'est pas de la causalité. Vers le phare débute également in medias res par un discours direct qui est la réponse à une question à laquelle on n'a pas accès mais qu'on peut quand même deviner. Ça va comme suit. Oui, bien sûr, s'il fait beau demain, dit Madame Ramsay. Mais, ajouta-t-elle, il faudra que tu te lèves à l'aurore. On remarque que, contrairement à l'incipit de Diderot, celui de Woolf nous fournit un certain cadre narratif. Les mots demain, aurore et beau temps, ce sont des embrayeurs spatio-temporels qui permettent de situer le récit. L'espace-temps que peut concevoir le lecteur, c'est celui d'une double attente, une attente temporelle et spatiale, celle d'un lendemain et celle d'un beau temps. Mais la particularité de cet espace-temps, c'est son absence d'objectivité. Les repères donnés sont entièrement relatifs,
demain dépend d'aujourd'hui, dont la date ne nous est pas révélée. Et en plus, ils sont subjectifs. L'idée d'un beau temps, c'est variable. Et suite à cette phrase, on assiste en direct aux effets des paroles de Madame Ramsay dans la conscience de son fils, James, qui les reçoit et qui dit « À ces mots, son fils ne se sentit plus de joie, comme s'il était entendu que l'expédition aurait lieu à coup sûr et que cette merveille qu'il attendait depuis des années et des années, semblait-il, était enfin passée une nuit d'obscurité et une journée de mer à portée de main. » Or, cette joie, elle est rapidement balayée par d'autres mots, ceux de son père. Mais, dit son père en s'arrêtant devant la fenêtre du salon, il ne fera pas beau. Et le fils passe de la joie à la colère et il réfléchit que s'il avait eu une hache à sa portée, un tisonnier ou toute arme capable de fendre la poitrine de son père, de le tuer, là, sur le champ, James s'en serait emparé. C'était bien ce genre d'émotion extrême que M. Ramsay, par sa seule présence, soulevait dans le cœur de ses enfants. L'événement dans ce passage, c'est simplement la parole entendue, et elle produit des échos dans la conscience des personnages, des échos que la narration nous donne à voir, ou plutôt à écouter. Comme lecteur, on a l'impression d'écouter les personnages penser. Il n'y a pas de narrateur extérieur, mais plutôt un narrateur indéfini qui butine d'un personnage à l'autre et qui parasite leurs pensées. À l'image du déploiement des pensées, la narration ne suit pas un fil linéaire, mais elle se développe en arborescence. Cette logique du discours n'est pas celle de l'intrigue, qui fonctionne plutôt de cause à effet, des événements à leurs conséquences. Dans Vers le phare, le point de vue se promène, voire saute d'une conscience à l'autre, et une seule situation donne à entendre plusieurs expériences intérieures qui parfois convergent et parfois divergent dans leurs interprétations et dans leurs sensations. Donc, tout à l'heure, je demandais selon quelle autre logique, si ce n'était pas celle de l'intrigue, Jacques le fataliste se construisait. Et à cet égard, il me semble que Diderot emploie une technique similaire à celle de Woolf, puisque dans Jacques le fataliste, ce sont les dialogues qui orientent le récit. Dans cet espace flou, quasiment atemporel, les histoires que se racontent Jacques et son maître font passer l'écriture du coq à l'âne, en plus de générer des digressions métatextuelles. Et ces digressions, elles se présentent parfois comme les effets des paroles des personnages sur la figure de l'auteur qui réfléchit au récit. Parfois, à l'inverse, elles semblent être la cause des agissements des personnages quand la parole octoriale produit des effets sur Jacques et sur son maître, qui s'apparentent alors à des marionnettes. L'auteur exprime ainsi deux états opposés face au roman. Dans le premier cas, son impuissance à tout contrôler, et dans le deuxième, sa mainmise sur l'histoire. La logique du discours, de la parole, remplace ainsi celle des aventures ou des événements successifs qui supposeraient un temps linéaire et continu. La plupart du temps, les aventures ne sont pas vécues, elles sont racontées. Le temps romanesque ou le temps de la fiction, il est à la fois fragmenté et gonflé par le bavardage de Jacques et de son maître, avec pour résultat un effet similaire à celui que produisent dans Vers le phare les pensées des consciences subjectives. J'aimerais maintenant m'attarder à l'utilisation de la scène et donc du dialogue, parce qu'on sait que c'est un moyen habituellement efficace pour faire coïncider le temps de la lecture avec le temps de la fiction, c'est-à-dire avec le temps présent de l'expérience des personnages. Mais dans Jacques le fataliste, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le narrateur nous rappelle fréquemment qu'il ne fait que rapporter les conversations de Jacques et de son maître, et donc la scène, c'est une fiction, c'est un artifice qui nous donne l'impression d'être dans le présent, sans l'être réellement. Et donc, le temps de la lecture coïncide le plus souvent avec le temps de l'écriture du roman, autrement dit avec celui de l'auteur plutôt qu'avec celui des personnages. Malgré l'omniprésence des dialogues, Diderot situe son lecteur fictif dans le même espace-temps que celui de l'auteur fictif.
Ainsi, quand l'auteur fait entorse au niveau narratif en décidant, par exemple, de s'introduire dans le monde des personnages, il entraîne son lecteur avec lui, comme dans ce passage. Lecteur, tandis que ces bonnes gens dorment, on parle de Jacques et de son maître, j'aurais une petite question à vous proposer à discuter sur votre oreiller. C'est qu'est-ce qu'aurait été l'enfant né de l'abbé Hudson et de la dame de la Pommeraye? Peut-être un honnête homme, peut-être un sublime coquin. Vous me direz cela demain matin. On voit dans ce passage que la figure de l'auteur, elle est finalement confinée à un espace-temps qui est assez précis, qui ne lui permet pas d'être partout à la fois. Dans ce passage, la métalepse fait apparaître les limites de sa condition. Il ne voyage pas avec Jacques et son maître, il n'appartient pas à leur monde, et lorsqu'il y pénètre, c'est en intrus. Sa surprésence, qui finit par faire de lui un personnage à part entière, ça va de pair avec ce qu'on pourrait appeler la condition du personnage, qui est donc celle d'un savoir limité dans un espace-temps limité. Et il y a une scène similaire dans le roman de Woolf. C'est au début de la deuxième partie, les personnages que le narrateur avait suivis toute la journée s'endorment. Et le temps semble alors s'arrêter avant de s'accélérer. Le titre de la deuxième partie, c'est d'ailleurs « Le temps passe ». Le narrateur, qui, je l'ai dit, il ressemble à un parasite qui se promène d'une tête à l'autre, il se retrouve sans hôte. Tout le monde est endormi. Et ça produit un effet de lecture similaire à ce qu'on a observé dans Jacques le Fataliste. Le lecteur a effectivement l'impression de s'immiscer en douce dans le monde des personnages qui demeurent dans l'ignorance de l'intrusion. Le passage va comme suit. Rien ne bougeait dans le salon, la salle à manger ou l'escalier. Seulement, par les gonds rouillés et les boiseries dilatées, imprégnées d'embrun, certains petits airs, détachés de la masse du vent, après tout la maison était délabrée, se faufilèrent dans les coins et se risquèrent à l'intérieur. On pouvait presque les imaginer, pénétrant dans le salon, curieux et surpris, jouant avec le pan de tapisserie décollé, demandant « Tiendrait-il encore longtemps? Quand allait-il tomber? » Ainsi, guidés par quelques lumières de hasard venant d'une étoile à découvert, d'un navire errant, ou bien encore du phare, suivant sa trace pâle sur les marches et tapis, les petits airs montèrent l'escalier et furetèrent derrière les portes des chambres. Ici, au lieu de suivre un auteur fictif comme dans Jacques le Fataliste, le lecteur, pendant que les personnages sont endormis, il se promène sur la trace de certains petits airs détachés de la masse et du vent. Mais ces éléments ou ces choses ont des émotions, ils sont curieux, ils sont surpris et ils se posent des questions. Quand la narration n'a plus d'être à écouter penser, elle prend en effet la possession de choses inanimées, jusqu'à ce qu'elle retrouve une conscience dans laquelle pénétrer. Et ainsi, après quelques pages à explorer la maisonnée endormie, la narration croise une servante au travail, Madame McNabb, et entre dans sa tête pour observer ses pensées. Ça m'amène donc à penser cette dissémination de l'autorité octoriale dans l'expérience subjective des personnages et son rapport à l'espace. J'ai montré que l'auteur fictif de Diderot possédait son propre espace-temps avec des frontières assez bien définies, puis j'ai vu une limitation de ses possibilités narratives. L'auteur fictif ne cesse pas de nous exposer les choix romanesques à faire. Doit-il raconter ceci ou cela, s'étendre sur cette conversation ou passer à une autre histoire? Dans un passage, il nous fait part de son hésitation à suivre un personnage plutôt qu'un autre. Cependant, son maître allait toujours en avant. Mais voilà le maître et le valet séparés, et je ne sais auquel m'attacher de préférence. Si vous voulez suivre Jacques, prenez-y garde. La recherche de la bourse et de la montre pourra devenir si longue et si compliquée que de longtemps il ne rejoindra son maître, le seul confident de ses amours, et adieu les amours de Jacques. Si, l'abandonnant seul à la quête de la bourse et de la montre, vous prenez le parti de faire compagnie à son maître, vous serez poli, mais très ennuyé. Vous ne connaissez pas encore cette espèce-là. L'auteur fictif profite de ce choix à faire pour nous exposer donc les possibles de l'histoire.
et il les évoque sans les explorer dans leur simultanéité. En effet, pendant qu'il nous parle du maître, Jacques, lui, continue de vaquer à ses occupations et en revenant à lui, l'auteur emploie la formule suivante: « Le pauvre Jacques, au moment où nous en parlons, il s'écriait douloureusement, etc. » Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que le temps ne s'est pas arrêté pour Jacques pendant que l'auteur était concentré sur le maître. La recherche de la simultanéité ici implique une perte d'information. Autrement dit, le narrateur ne relate pas deux expériences ayant cours au même moment et dans des lieux différents. S'il peut se déplacer dans l'espace des personnages, il ne peut pas en faire de même dans leur temps. L'instance narrative de Vers le phare ne possède pas son propre espace-temps et les possibles de l'histoire sont explorés véritablement au lieu d'être simplement évoqués. Il arrive parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la narration saute d'une conscience à une autre en raison d'une proximité dans l'espace, comme lors d'un dîner. Bon Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme niaiserie, pensa Charles Tansley en reposant sa cuillère juste au milieu de son assiette qu'il avait nettoyée à fond, comme si, pensa Lily, il était assis en face d'elle, juste devant la fenêtre, masquant la vue. Il était bien décidé à profiter pleinement de ses repas. Dans ce passage, la proximité spatiale permet l'interaction des pensées de Lily et de Charles qui se répondent entre elles. Au fond, les pensées de Lily complètent celles de Charles, sans pour autant que les personnages n'en soient conscients. On pourrait y voir une espèce de télépathie qui se produirait dans le dos des personnages, et ça crée un effet de simultanéité qui se rapproche de la confusion des pensées et des sensations internes en s'éloignant d'un discours construit linéaire. Et Woolf est peut-être au fond parvenu à cette simultanéité confuse des sensations à laquelle songeait Diderot dans sa lettre sur les sourds et muets, et qui régnerait dans la pensée avant que la langue ne la décompose en idées distinctes, appelées ensuite à s'ordonner dans le discours. Pour résumer, donc, je vous ai montré comment, chez Diderot, l'espace-temps de l'autorité octoriale, différent de celui de Jacques et de son maître, permettait une certaine mobilité de l'instance narrative dans l'espace, alors que celle-ci est plus limitée dans le temps. Le bavardage des personnages, ça devient alors le moyen le plus efficace de donner à voir la simultanéité des expériences subjectives. Le temps semble se dilater en un instant unique où le passé, le présent et l'avenir se côtoient par la parole des personnages. Or, chez Woolf, la simultanéité atteint un autre niveau par les consciences des personnages qui agissent comme des objets célestes en courbant l'espace-temps du roman. Et ce temps entièrement relatif est possible par la dissémination de l'autorité octoriale, qui ne peut pas prendre l'aspect d'un personnage extérieur au récit comme chez Diderot. Parce que dans Vers le phare, si l'auteur n'est nulle part, il est dans tous les espaces et il est dans tous les temps. Mais finalement, dans la divergence de leurs instances narratives et de leurs préoccupations philosophiques, la dilatation du temps du roman chez Diderot comme chez Woolf aspire peut-être à la même liberté romanesque à défaut d'être réelle, face à ce temps qui s'écoule fatalement vers notre disparition, ou, comme dirait le maître, et je vais finir là-dessus, il me semble que je sens au-dedans de moi que je suis libre, comme je sens que je pense.